Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire dédié à la reconversion professionnelle. Il est 9h00. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende peut-être quelques secondes pour permettre au plus grand nombre de se connecter et on va pouvoir démarrer ce webinaire. N'hésitez pas, du coup, dans le petit chat, à nous dire depuis quelle région vous vous connectez ce matin, voir un petit peu d'où vous venez. On va attendre juste quelques petites secondes. Poitou-Charentes, Nîmes, d'accord, région PACA, Grand Est. Super, ça vient un petit peu de partout. Lyon, bonjour. Région Occitanie, super. Bretagne, ok. Allez, écoutez, il est 9h01, donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse démarrer ce webinaire donc, dédié à la reconversion professionnelle. Alors, et effectivement, quelques petites consignes. Je pense que vous avez dû le remarquer, l'intégralité de vos micros sont coupés. Donc, vous avez effectivement la possibilité de pouvoir poser l'intégralité de vos questions via le chat dans ce webinaire. Donc, c'est un webinaire, vous allez le voir tout de suite, qui sera dense. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de chaque grande partie, j'essaierai de répondre au plus grand nombre de questions posées, on va dire des questions d'ordre général, pour vraiment des situations très particulières liées à votre propre situation. On essaiera plutôt de vous convier à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Au niveau du webinaire, donc vous aurez accès bien évidemment au replay, donc dès demain, sur la plateforme Les Semaines de l'évolution professionnelle, et puis d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube, dédiée également à l'événement. Voilà. Hop. Alors, quelques petits mots d'abord sur les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle, ce sont des ateliers, ce sont des webinaires 100% digitaux, 100% gratuits. Donc, ils sont organisés maintenant depuis quelques années à l'automne, donc en partenariat avec l'APEC et le réseau Avenir Actif que je vais vous présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc, vous avez vu que vous pouvez vous inscrire à autant d'ateliers et de webinaires que vous le souhaitez. Donc, je me présente. Moi, je suis Virginie Gilly et je suis coordinatrice pédagogique au sein de l'équipe pilotage du CEP, donc du Conseil en évolution professionnelle, au sein du réseau Avenir Actif en Auvergne-Rhône-Alpes. On reviendra, ne vous inquiétez pas, au cours de la présentation sur ce qu'est le Conseil en évolution professionnelle. Donc, dans ce webinaire, ce que je vous propose qu'on voit ensemble, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par reconversion professionnelle. Donc, on verra ensemble que ça consiste à véritablement changer de métier. Donc, bien sûr, on va voir quelles sont les bonnes questions à vous poser avant de vous lancer. Et puis, on abordera également les différentes sources d'informations que vous pouvez avoir de votre côté pour entamer la réflexion, vous renseigner sur les métiers, vous renseigner sur les univers professionnels et les perspectives d'emploi. Ça, c'est très important. On abordera ensuite ensemble, bien sûr, quelques dispositifs donc dédiés, plus particulièrement à la reconversion professionnelle, donc des dispositifs de formation notamment, mais pas que, des dispositifs aussi pour la création d'entreprises, avec les différentes sources de financement possibles. Et puis, on terminera bien sûr cette présentation par une présentation du Conseil en évolution professionnelle et ce que le CEP peut vous apporter dans le cadre de votre démarche de reconversion pro. Alors, je préfère le dire tout de suite, vous allez voir que ce webinaire s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont un contrat de travail de droit privé. Voilà, si vous faites partie de la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, à part le CPF dont on va parler tout à l'heure, malheureusement, il existe moins de dispositifs dédiés à la reconversion professionnelle. Et donc, je vais fortement vous inviter à vous rapprocher de vos structures RH respectives. Donc, voilà, beaucoup de choses que je vais dire au cours de ce webinaire s'adressent plus particulièrement aux indépendants et aux personnes de droit privé surtout. Alors, quand on parle de reconversion professionnelle, on parle bien d'un changement de métier. Donc, évidemment, il y a différentes raisons qui peuvent peut-être vous inciter à opérer une reconversion professionnelle. Ça peut être une insatisfaction dans votre poste actuel, donc par exemple dédié à la qualité de vie au travail, une insatisfaction également liée, pourquoi pas, à la rémunération, aux missions que vous réalisez au quotidien. Vous pouvez être amené à réfléchir aussi sur une reconversion
parce que vous avez un problème de santé, donc que ce soit un problème physique ou un problème psychologique, qui font que vous n'êtes plus malheureusement en mesure aujourd'hui d'assurer votre mission professionnelle, d'assurer votre emploi dans de bonnes conditions. Et puis tout simplement aussi parce que vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle dans le cadre de votre mission professionnelle et que vous avez envie de passer un petit peu à autre chose, d'avoir un petit peu de nouveauté, voire pourquoi pas de changer de statut aussi. Donc par exemple de passer du statut de salarié au statut d'indépendant, au statut de créateur d'entreprise. Mais on va le voir, la reconversion professionnelle, donc le changement de métier, nécessite quand même de se poser des bonnes questions. Et le conseil en évolution professionnelle, justement, va pouvoir vous aider à vous poser toutes ces bonnes questions-là et à construire votre démarche de reconversion professionnelle. Alors, déjà, effectivement, la première enquête, vous allez voir que vous allez devenir un petit peu des inspecteurs, mais ce sur quoi il va falloir réfléchir, c'est enquêter un petit peu sur les métiers. Donc, dresser un petit peu le bilan de qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer de métier aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont vos attentes qui ne sont plus forcément comblées dans le cadre de votre mission actuelle? Quelles sont vos envies? Mais il va falloir également vous poser les bonnes questions dans le sens où il va falloir confronter finalement vos envies, vos souhaits avec la réalité des perspectives d'emploi et surtout avec la réalité de ce qui est possible pour vous pour maintenir un bon équilibre vie professionnelle, vie privée, pour maintenir un niveau de rémunération souhaité, pour maintenir également un équilibre, pourquoi pas, familial. Donc, bien prendre en compte si vous êtes obligé, par exemple, de déménager, s'il y a beaucoup de déplacements, etc. etc. Donc, l'idée aussi, un petit peu avant de démarrer, quand on réfléchit à la reconversion professionnelle et au fait d'exercer un autre métier, c'est vraiment un petit peu commencer par faire un petit SWOT personnel, hein, les opportunités, les menaces, les risques, les faiblesses, pour vraiment poser les choses et être sûr que vous ne vous engagez pas dans une voie qui risque de mettre en péril aussi ou vous déstabiliser dans le cadre de votre propre équilibre personnel. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on va commencer effectivement à se poser des questions sur le métier. Quand on continue à se poser des questions sur le métier, on va essayer de chercher un métier qui va combler nos intérêts professionnels et qui va être en phase notamment, bien sûr, avec nos valeurs, avec notre équilibre de vie. Et comme je le disais, un métier aussi qui soit peut-être, en fonction de vos propres contraintes et de ce que vous recherchez, qui soit lié à un emploi près de chez vous. Donc ça, c'est vraiment très, très important de vous poser en fait l'intégralité de ces questions-là. Et puis peut-être que certains d'entre vous se disent, mais moi j'ai envie de me reconvertir, d'exercer un autre métier, mais je ne sais pas vraiment encore quoi faire. Donc c'est vraiment là que le conseil en évolution professionnelle a tout son sens et que les conseillers présents sur l'intégralité du territoire peuvent vous conseiller pour vous amener à construire votre projet de reconversion professionnelle et à cheminer ensemble vers un emploi, vers un métier qui pourrait en fait correspondre à l'intégralité de vos attentes, que ce soit vos attentes professionnelles d'une part, et j'insiste bien, vos attentes personnelles d'autre part. Excusez-moi, je prends 2 secondes pour... voilà, effectivement. Donc, quand on réfléchit à la reconversion professionnelle, c'est très important de se poser, on l'a dit, des questions, mais vous allez voir que ce n'est pas un cheminement qui est linéaire. Bien souvent, la réflexion autour de la reconversion, c'est un processus en fait itératif. Vous allez revenir dessus. Vous allez peut-être envisager des voies différentes, des métiers différents. Donc, il va falloir peser le pour et le contre de chacune de ces possibilités. Donc, pour faire ça, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, les conseillers en évolution professionnelle peuvent vous aider. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Lors d'un premier rendez-vous, on va réaliser avec vous, donc les conseillers vont réaliser avec vous un état des lieux partagé. Donc, on va un petit peu commencer par vous écouter, prendre connaissance de là où vous en êtes actuellement dans votre parcours de vie, dans votre parcours professionnel. Et puis, on va également commencer à regarder quelles sont vos démarches que vous avez pu entreprendre ou pas, les enquêtes que vous avez déjà pu réaliser ou pas, vos lectures, etc., etc. Et puis, on va commencer à synthétiser avec vous vos compétences,
vos intérêts professionnels, quelles sont également les ressources que vous êtes à même de pouvoir mobiliser dans le cadre de la reconversion professionnelle, vos aspirations. Le conseiller en évolution professionnelle va donc vous aider à identifier des pistes d'évolution. Et puis, on va le voir, une fois que l'idée du métier, elle a émergé, une fois qu'elle a été identifiée, alors il peut tout à fait y avoir plusieurs pistes menées en parallèle, hein, bien évidemment, eh bien, il va falloir les confronter à la réalité, parce que parfois, il peut y avoir un biais entre la représentation que l'on a de tel ou tel métier et puis la réalité de l'ensemble du poste proposé. Donc, que ce soit au niveau des missions, que ce soit au niveau des contraintes liées à la rémunération, aux horaires de travail, aux déplacements, etc., etc. Donc, il va falloir aller réaliser un certain nombre d'enquêtes pour voir si effectivement cette idée de métier, elle est bien conforme à la représentation que vous vous en faites. Alors, on va voir comment juste après, mais votre conseiller en évolution professionnelle va vous donner un certain nombre de clés, bien évidemment, pour réaliser ces enquêtes. Le cas échéant, si votre reconversion nécessite de pouvoir réaliser une formation préalable, votre conseiller en évolution professionnelle va vous aider à choisir la bonne formation, à étudier les possibilités de financement et tout ça va vous amener à construire un plan d'action individualisé qui sera donc le vôtre, qui sera propre à vous, pour pouvoir mettre en œuvre votre démarche de reconversion professionnelle. Donc vraiment, vraiment, retenez bien qu'une démarche de reconversion, il faut se poser les bonnes questions par rapport à soi, à ses contraintes, à ses possibilités, à ses ressources, à ses envies, ce qui est faisable, ce qui va être un petit peu plus difficile, ce sur quoi je suis prêt à faire des compromis ou pas. La deuxième étape, c'est donc de réfléchir au métier que vous visez, en fait, dans lequel vous verriez bien effectuer une reconversion professionnelle, parce que on l'a peut-être pas forcément signalé, mais parfois, c'est simplement un changement de contexte professionnel qu'il vous faut et pas forcément un changement de métier. Donc, vous pouvez être aussi amené à changer de métier, à garder le même métier, mais à l'effectuer dans le cadre d'une autre entreprise ou d'un autre contexte professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien peser le pour et le contre. Et le conseiller en évolution professionnelle va vous donner tous les outils pour pouvoir réaliser cette démarche-là. Alors, on parlait d'enquête pour pouvoir réfléchir un petit peu au métier que vous souhaitez effectuer, et ça, c'est très, très important. Donc, ce qu'on va vous inciter à faire au niveau du métier, c'est de rencontrer un certain nombre de professionnels, et on vous invite véritablement à aller en rencontrer plusieurs, tout simplement parce que vous allez avoir des aperçus, et en tout cas, des points de vue aussi différents. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'enrichir votre réflexion par rapport au sujet. Et avec votre conseiller, donc vous le voyez tout en bas dans l'encadré jaune de votre écran, vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes du coup même en activité salariée en entreprise, de pouvoir réaliser une immersion professionnelle. Donc là, ça prend tout simplement la forme d'une convention. Donc c'est grâce au conseiller en évolution professionnelle que vous allez pouvoir réaliser cette immersion professionnelle. Donc c'est une convention qui est signée entre vous et l'entreprise, entre guillemets, d'accueil, qui peut aller d'un jour calendaire jusqu'à 30 jours calendaires et qui a donc pour objectif de vous permettre de réaliser une immersion professionnelle et de voir vraiment l'exercice du métier au quotidien. Donc, par rapport à ce sujet-là, effectivement, j'en profite peut-être tout de suite pour vous donner des petits éléments d'information. Donc, le principe, c'est qu'une immersion professionnelle, donc cette convention-là, vous la réalisez en dehors du temps de travail. Donc, on va plutôt vous inciter à poser des congés et donc vous n'êtes pas rémunéré puisque ça se réalise en dehors du temps de travail, notamment si vous prenez des congés. L'immersion en entreprise n'est donc pas rémunérée. On nous a posé la question de savoir si c'était possible de pouvoir réaliser une immersion lorsqu'on est en arrêt maladie, en arrêt maternité ou en arrêt paternité. Alors, c'est possible, mais à condition que le médecin conseil de la sécurité sociale donne son feu vert. Vous pouvez également réaliser une immersion en entreprise pendant votre temps de travail. Mais à ce moment-là, il va falloir que votre employeur actuel soit d'accord et donc lui aussi va devoir compléter une partie de la convention et la signer. Voilà, je pense que je vous ai donné les grandes lignes au niveau de cette immersion-là, mais vous allez voir, quand on va parler des dispositifs, vous allez mieux comprendre pourquoi j'insiste un petit peu sur la réalisation
à la fois des enquêtes, donc le conseiller en évolution professionnelle vous donne des matrices, évidemment, d'enquêtes, que vous puissiez poser les bonnes questions. Et cette importance de pouvoir réaliser des immersions, vous allez mieux la comprendre aussi tout à l'heure dans le cadre des dispositifs de formation et de reconversion professionnelle. Et puis ensuite, vous avez plein de sites internet, donc vous les avez donnés sur la slide, pour pouvoir réaliser vous-même des enquêtes métiers. Donc, vous avez les fiches métiers de France Travail au travers du Métier-Scope, vous avez le site de l'ONICEP, la grande bibliothèque de France Compétences, et vous allez avoir accès à plein d'infos. Donc, quelles sont les missions opérationnelles du métier, quelles sont les compétences qui doivent être acquises pour pouvoir accéder à ce métier, quelles sont les compétences qui vont être développées, quels peuvent être les parcours de formation initiale, la rémunération, des comparatifs de rémunération selon les régions aussi, etc., etc. Donc ça, ce sont des sources qui sont en libre accès, des sources d'information en libre accès, et qu'on vous invite évidemment à aller creuser. Et ça, vous le voyez également avec votre conseiller en évolution professionnelle. La troisième étape, donc on l'a vu, première étape, se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux vraiment changer de métier et est-ce que la reconversion professionnelle est vraiment la solution à ma problématique? Ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, vous pouvez garder le même métier, mais l'exercer dans un autre contexte professionnel. La deuxième étape, on l'a vu, c'est donc faire des enquêtes métiers. Et la troisième étape, c'est d'aller confronter en fait votre projet de reconversion au marché du travail pour être sûr qu'il y a véritablement des perspectives d'emploi à un niveau local, pas seulement à un niveau national ou régional, mais parfois à un niveau véritablement local. L'idée, c'est que vous puissiez tout simplement en vivre, en fait, de votre reconversion professionnelle. Donc, là aussi, votre conseiller en évolution pro va pouvoir vous aiguiller et va pouvoir donc vous informer, là encore, à travers différents outils de France Travail. Ce sont des outils, vous le verrez, statistiques, mais qui vont vous donner une mine d'informations très importante sur justement l'accès à l'emploi par rapport aux métiers visés, aussi bien à l'échelle nationale que régionale, que locale. Et voilà, vous allez pouvoir identifier si vraiment il y a des perspectives d'emploi liées à ce métier-là. Vous allez également pouvoir identifier donc, les métiers en tension. Donc, les métiers en tension, vous le savez, ce sont des métiers où il y a beaucoup d'offres, mais peu de demandes. Donc, peut-être que là, il y a une carte à jouer. Vous allez également pouvoir identifier les métiers émergents. Donc, les métiers émergents, ce sont des métiers liés à de fortes innovations technologiques ou un changement au niveau des usages. Donc, typiquement, on parle beaucoup ici d'intelligence artificielle et puis de transition écologique. Et puis, vous allez pouvoir également identifier les métiers porteurs, donc les métiers avec des fortes perspectives d'emploi. Donc, des fortes perspectives de recrutement. Donc là, on les identifie notamment grâce aux enquêtes qui sont menées auprès des entreprises et à leur souhait d'embauche pour les mois à venir. C'est comme ça qu'on va pouvoir les identifier. Donc, vous allez pouvoir voir si véritablement votre projet, finalement, il s'inscrit bien dans une logique économique de territoire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul pour réfléchir à ce projet-là. Et votre conseiller en évolution professionnelle vous guide en fait tout le long de ce cheminement. Voilà, donc je l'ai dit. Pour faire tout ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre CEP. On va le voir un petit peu en fin de présentation, mais c'est un service qui est complètement… Donc, c'est une mission de service public, déjà d'une. Donc, forcément, c'est un service qui est gratuit, qui est complètement confidentiel. Ce qui se dit entre vous et le conseiller reste entre vous et le conseiller. Vous n'avez absolument pas de démarche ou d'autorisation à faire auprès de votre employeur. C'est un service qui se veut neutre et impartial. Le conseiller est là pour vous écouter, mais ne sera jamais là pour vous prescrire plutôt une formation plutôt qu'une autre, un organisme de formation plutôt qu'un autre. Donc, il y a vraiment cette logique de neutralité et d'impartialité. Et accessible, puisque, on le verra tout à l'heure, mais le maillage en fait national au niveau des CEP, il est extrêmement important et qu'on va vous proposer des rendez-vous au plus près soit de votre lieu d'habitation, soit de votre lieu de travail. Et les rendez-vous peuvent se faire donc soit en rendez-vous physique, soit par téléphone, soit en visio. Donc, vous voyez que voilà, on essaie vraiment de le rendre le plus accessible possible. Et le CEP va pouvoir aborder avec vous donc différentes prestations d'accompagnement, notamment pourquoi pas un bilan de compétences,
et en étant bien évidemment en lien avec un certain nombre d'interlocuteurs, donc notamment, voilà, par exemple, le Cap Emploi pour des personnes en situation de handicap, France Travail bien sûr, etc. etc. Hein. Tout ça, c'est un maillage au niveau des institutionnels. Hop. Alors, avant qu'on regarde plus précisément les dispositifs, je vais aller dans le chat regarder si il y a des questions auxquelles je peux d'ores et déjà répondre. Alors, tac, 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 tac. Voilà, donc le site Immersion Facile, effectivement, mon collègue Romain, normalement, a dû vous mettre également le lien. Oui, bien sûr, le conseiller peut aussi avoir un certain nombre de relations professionnelles hein, dans le cadre de la réalisation des enquêtes, on en a parlé. Donc, tant que vous êtes voilà, salarié en entreprise de droit privé, donc tout ce dont je vous ai parlé est à votre disposition aussi. Voilà. Donc, effectivement, pour réaliser une période d'immersion, l'immersion en situation professionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, le dispositif s'appelle une PMSMP, donc une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc là, c'est une convention particulière, donc il faut être accompagné et le demander dans le cadre de votre CEP. Oui. Le replay, oui, vous y aurez accès demain. Tac, tac, tac. Alors oui, vous pouvez tout à fait être inscrit chez France Travail et aller voir un CEP, mais dans ce cas-là, c'est France Travail en fait directement. C'est dans le cadre de votre suivi avec France Travail que vous allez pouvoir bénéficier de cette prestation-là. Alors, du coup, un CEP spécialisé dans un secteur en particulier, pas véritablement, mais l'objectif du CEP, en tout cas votre conseiller, va aussi lui-même se renseigner et effectuer des recherches par rapport à votre projet de reconversion professionnelle à vous. Donc, on n'oriente pas vers un conseiller en fonction de sa spécialisation, si j'ose dire, mais ça fait bien partie, en tout cas, rassurez-vous, de sa prestation d'accompagnement, de vous aiguiller par rapport à votre projet personnel, hein, bien sûr. Oui, au niveau des financements, oui, tout à fait. Le conseiller va vous guider par rapport à ça également. Alors, les agents de la fonction publique, malheureusement, là, je vais vous inviter à vous rapprocher encore une fois de vos services RH, puisque ça n'existe pas en tant que tel, directement, tel que je le présente ce matin. Donc là, il faut vous rapprocher de vos services RH. Donc, pour toutes les personnes qui ont un contrat de droit public, vous pouvez aussi regarder lorsque vous vous connectez à votre CPF s'il est encore en heures et non pas en euros, c'est qu'effectivement, vous relevez bien de la fonction publique. Donc là, il faut vous rapprocher directement de vos services RH. Pouvons-nous entamer ces démarches durant le préavis de licenciement? Bien sûr. Tout à fait. Faut-il être salarié depuis un certain temps pour bénéficier du CEP? Non. Non, non. C'est pas lié à une ancienneté en particulier. Non, absolument pas. Tac, tac. Alors, ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Disponibilité de la fonction publique. Alors, disponibilité de la fonction publique, vous pouvez être en disponibilité de la fonction publique et du coup avoir un contrat de droit privé pendant cette disponibilité-là. Donc là, vous êtes effectivement éligible au CEP tel que je viens de le décrire. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, il va falloir aller vous rapprocher de vos services RH. J'ai déjà une idée de reconversion et j'ai déjà avancé dans ma réflexion. Puis-je quand même faire appel à un CEP? Bien sûr. Et ce sera d'autant plus important, on va le voir dans un instant, si vous mobilisez un dispositif. Donc, on va les voir comme un PTP ou le dispositif démissionnaire, par exemple. Donc, oui, tout à fait. Hop. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'avancer sur la présentation en parlant maintenant un petit peu plus dans le détail des dispositifs. Alors, hop, je regarde aussi un petit peu mes notes, mais c'est surtout pour éviter d'oublier une information capitale à vous donner dans le cadre de ce webinaire. Donc, le premier dispositif dont je vous propose de parler, c'est le PTP, donc le projet de transition professionnelle. Alors, la philosophie générale, en quoi ça consiste? C'est un dispositif qui va permettre aux salariés du secteur privé de pouvoir suivre une formation certifiante. J'insiste bien sur le certifiante, c'est-à-dire qu'elle doit être inscrite
auprès de France Compétences, donc soit au RNCP, soit au RS. Donc, il va vraiment falloir trouver la formation sur le site de France Compétences. Donc, de pouvoir réaliser une formation, soit sur votre temps de travail, soit en dehors de votre temps de travail, dans l'objectif de pouvoir changer de métier. Donc, on est bien dans cette logique de reconversion professionnelle avec l'exercice d'un nouveau métier. Alors, ce dispositif, effectivement, vous le connaissez peut-être, c'est celui qui remplace le CIF, en fait. Au niveau des formations, donc on en a parlé, il faut que la formation soit inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Et il faut également, attention à ça, que l'organisme de formation qui délivre la formation ait la certification Calliope. Donc, la certification Calliope, c'est une certification de qualité, liée à la qualité de la formation dispensée et qui vous assurera tout simplement, vous, en tant que bénéficiaire, en tant que stagiaire de la formation professionnelle, d'avoir une formation dite de qualité qui aurait été certifiée comme telle. Alors, quand on dit que c'est une formation qui doit permettre de changer de métier, effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'à l'issue de la formation, quand vous allez vous reconvertir, il y a un vrai changement de code ROM. Donc, les codes ROM, ce sont des codes par métier. Sur Internet, vous y avez accès extrêmement facilement. Donc, l'idée, c'est que dans la justification, on va le voir, de votre démarche de PTP, il faut vraiment qu'à l'issue, il y ait une vraie reconversion professionnelle, donc normalement un changement de code ROM. Ça va un petit peu de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Alors, au niveau de l'éligibilité, quand on parle des salariés du secteur privé, ce sont donc des personnes donc du secteur privé, j'insiste bien, en CDI, en CDD, mais également les intermittents du spectacle ou les intérimaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce matin, mais si vous allez sur le site internet de votre transition professionnelle régionale, vous verrez qu'en plus, il y a un certain nombre de conditions d'ancienneté propres à chaque nature de contrat. Donc, CDI, CDD, intermittent du spectacle ou intérimaire. Donc, il va falloir vérifier et faire valider aussi, vérifier que vous êtes bien éligible au dispositif. J'en profite pour les signaler, les conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas, donc toujours pour les personnes de droit privé, si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc à ce moment-là, les différentes, encore une fois, les critères d'ancienneté ne s'appliquent pas. Alors, avant d'aller un petit peu plus en détail dans la slide, c'est que vous avez vu, donc votre formation professionnelle, elle peut être réalisée en dehors de votre temps de travail ou pendant votre temps de travail. Bien sûr, si la formation elle est réalisée pendant votre temps de travail, vous allez devoir vous rapprocher de votre employeur pour demander une autorisation d'absence. Donc, là aussi, votre conseiller, ne vous inquiétez pas, et comme Transition Pro d'ailleurs, peut vous donner des trames, des modèles de demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez faire votre démarche de PTP, il va falloir que vous vous créiez un compte sur le site Transition Pro de votre région. Donc, moi, par exemple, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais donc aller sur Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, sur le site internet de Transition Pro, et je vais me créer un espace personnel. De là, je vais remplir un certain nombre de champs, on va y revenir juste après, pour pouvoir expliquer un petit peu ma démarche de formation et de reconversion professionnelle. Et l'organisme de formation va également avoir un volet à remplir de son côté, tout comme votre employeur. Pourquoi votre employeur? On en a parlé à cause de la demande d'autorisation d'absence, mais parce que si votre demande de PTP est validée en commission d'instruction, là aussi on va y revenir, eh bien, donc le Transition Pro va pouvoir prendre en charge à la fois les coûts pédagogiques liés à la formation, mais également la rémunération. Donc, concrètement, vous continuez d'être rémunéré par votre employeur et l'employeur se fait, lui, rembourser, si vous voulez, par Transition Pro, encore une fois, à partir du moment, bien sûr, que la formation est réalisée pendant votre temps de travail. Donc, votre employeur va devoir fournir vos bulletins de salaire, typiquement. L'objectif également du PTP, c'est de pouvoir prendre en charge d'éventuels frais annexes. Donc là, on parle des frais de transport, des frais d'hébergement, de frais de restauration. OK? Alors, la demande d'autorisation d'absence, on en parlait tout à l'heure. Donc peut-être que l'une des questions que vous pouvez vous poser, c'est mais est-ce que mon employeur peut refuser finalement que je fasse un PTP et que je parte en formation? Alors, votre employeur normalement ne peut pas refuser votre autorisation d'absence, sauf si
vous ne respectez pas des délais parce que, bien évidemment, en fonction de la durée de la formation, et notamment si la formation de reconversion pro est assez longue, vous devez effectuer votre demande d'autorisation d'absence dans un temps dévolu et un temps à respecter. Donc, le seul cas où votre employeur pourrait refuser votre départ et votre demande d'autorisation d'absence, c'est si vous ne respectez pas ces délais. Donc là, effectivement, ça peut se comprendre. Ensuite, votre employeur, normalement, ne peut simplement que décaler dans le temps votre autorisation d'absence. Donc, soit parce qu'on a déjà un collaborateur qui est déjà parti en formation, donc qui bénéficie déjà d'un PTP, auquel cas il va falloir attendre le retour de cette personne-là en entreprise, soit parce qu'il peut y avoir un risque à la continuité de service dans le cadre de l'entreprise, et donc auquel cas la demande d'autorisation d'absence ne sera simplement que décalée de 9 mois maximum. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà au niveau de la demande d'autorisation d'absence, encore une fois, si la formation se fait pendant votre temps de travail. Alors, transition pro, je vais peut-être effectivement les présenter un petit peu plus. Donc, les transitions pro, ce sont les anciens FONGECIF, et vous trouvez une association de transition pro dans chaque région. Donc, au total, on en a 18 en France métropolitaine et également dans l'outre-mer. Et ce sont des associations dites paritaires, donc qui sont administrées aussi bien par des syndicats professionnels que des syndicats représentatifs de salariés. Alors, comme je vous le disais, si vous avez obtenu votre demande d'autorisation d'absence et que vous souhaitez bénéficier d'une formation amenant à la reconversion professionnelle, eh bien, vous allez créer votre espace personnel sur votre site Transition Pro. À partir de là, vous allez commencer à compléter un petit peu votre partie. Et vous allez voir qu'on va vous demander un certain nombre d'indications, un certain nombre de champs. Et en commission d'instruction, puisque votre demande va passer en commission d'instruction, Transition Pro va commencer par regarder ce que l'on appelle des critères. Il y en a 3 critères. Le premier critère, c'est la cohérence du projet. Autrement dit, est-ce que vous avez une connaissance suffisamment probante, suffisamment avérée du métier, de la profession que vous envisagez dans le cadre de votre reconversion professionnelle? Donc ça, c'est le critère de la cohérence du projet. Le deuxième critère, c'est celui de la pertinence du choix de la formation, de l'organisme de formation et de l'ingénierie de financement, donc dans le cadre du financement de la formation. Si vous avez déjà, je pense, par exemple, validé des blocs de compétences liés à une formation professionnelle que vous avez identifiée, ou si vous allez déjà faire valider des blocs de compétences dans le cadre de la VAE, tout ça, ce sont des éléments qui vont finalement motiver votre demande, qui vont montrer que vous avez déjà été actif et qui peuvent donc vous faire gagner des points au moment de la commission d'instruction. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, ce sont les perspectives d'emploi. C'est-à-dire que Transition Pro va vérifier bien sûr que votre projet de reconversion, eh bien, il est cohérent en lien avec les perspectives de recrutement, et j'insiste bien, à un niveau local. Donc, c'est là que vous voyez que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin, est-ce que j'ai réalisé des enquêtes terrain par rapport au métier, et est-ce que j'ai été suffisamment creusé les perspectives d'emploi au niveau local, eh bien, vous voyez que poser toutes ces questions-là en amont, c'est extrêmement important parce que vous allez devoir le justifier dans votre démarche, dans votre demande de PTP. Voilà. Et j'insiste bien, par exemple, les perspectives d'emploi, il ne va pas s'agir uniquement, je schématise un peu volontairement, mais de copier-coller les statistiques que vous allez voir sur les différents sites dont on a parlé tout à l'heure. Non, il va falloir analyser ces données et véritablement montrer en quoi ça répond à votre objectif de reconversion, à vous. Idem au niveau de la formation. Il ne va pas simplement s'agir de dire j'ai vu telle formation qui est dispensée par tel organisme de formation. Et non, il va falloir justifier pourquoi précisément cette formation-là. Pourquoi précisément tel organisme de formation? En quoi est-ce que c'est vraiment justifié dans le cadre de ma démarche d'acquisition des compétences? Donc, pourquoi celle-là m'aide particulièrement à développer des compétences dans le cadre, toujours pareil, de mon projet de reconversion professionnelle?
Donc, en commission d'instruction, Transition Pro va commencer par regarder ces 3 critères-là. Donc, je les redis, cohérence du projet, pertinence du choix de la formation et les perspectives d'emploi. Et ensuite, en fonction de différentes règles d'optimisation du budget, tout simplement de Transition Pro peut appliquer ce que l'on appelle des priorités. Donc, il y a 5 priorités nationales plus 5 priorités régionales. La liste de ces priorités, elle est complètement transparente, donc vous les trouvez très rapidement sur votre site, justement, Transition Pro. Donc, aussi bien les 5 définis à l'échelon national, que les 5 qui seront définis à l'échelon régional. Alors, je peux vous en citer effectivement quelques-unes, notamment au niveau des priorités nationales. Ce sont des priorités, par exemple, pour les salariés les moins qualifiés, les personnes qui rencontrent des problématiques de santé ou encore les petites entreprises. Voilà, donc notamment les entreprises de moins de 50. Donc, ça, vous les avez de manière très transparente sur le site de Transition Pro. La mobilisation du conseil en évolution professionnelle, elle n'est pas obligatoire dans le cadre d'un PTP. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'elle est fortement conseillée parce que, encore une fois, on n'est pas dans une logique de description de l'ensemble de votre projet. On est dans une logique vraiment de « je prouve que j'ai réfléchi à mon projet de reconversion et voilà toutes les démarches que j'ai déjà entreprises ». Donc, le caractère probant, il est très important. Et votre conseiller peut vraiment être une valeur ajoutée dans ce cadre-là. Je regarde ce que je ne vous aurais pas dit. Alors, on n'en a pas forcément parlé, mais au niveau des coûts, donc les coûts pédagogiques dont on a parlé, donc il y a des plafonds, bien évidemment, qui sont mis en place par Transition Pro. Donc, on pourra aller jusqu'à 18 000 € hors taxe au niveau de la prise en charge des coûts pédagogiques de la formation. Donc, et en plus, 27,45 € hors taxe de l'heure. Donc, la rémunération, on en a parlé, notamment si c'est pendant votre temps de travail. Alors, bien évidemment, il y aura une prise en charge d'ailleurs de la rémunération que si la formation est réalisée pendant votre temps de travail. Si vous la faites en dehors de votre temps de travail, il n'y a absolument pas de prise en charge d'une quelconque rémunération puisqu'elle n'existe pas. Les frais annexes, on en a parlé. Alors, il y a quelques petits cas particuliers. On verra si on me pose des questions, effectivement, au niveau du chat. Mais il y a peut-être 2 choses sur lesquelles je voulais vous sensibiliser. Et ça, votre conseiller, bien évidemment, va vous en parler. Lorsque vous allez creuser et faire un petit peu votre enquête au niveau de la formation professionnelle, donc utile à votre reconversion, il se peut qu'il y ait des heures de stage donc, à la formation. Là, il va falloir que vous soyez extrêmement vigilant parce qu'il peut y avoir des répercussions au niveau justement du maintien de la rémunération. Il faut que dans le référentiel de compétences donc propres à la formation, vous ayez choisi le nombre d'heures de stage soit explicitement noté, qu'il soit explicitement marqué et auquel cas, bien évidemment, le maintien de la rémunération se fera et tiendra compte des heures de stage qui sont mentionnées dans le cadre du référentiel. Mais si jamais le référentiel n'est pas clairement explicite, Transition Pro va partir du principe que ces heures de stage seront égales à 30% du volume total du nombre d'heures théoriques, du nombre d'heures de cours, entre guillemets. Et donc, le maintien de la rémunération se fera sur cette base-là. Donc, attention, soyez très vigilants s'il y a des heures de stage à regarder que le nombre d'heures est bien explicitement formulé. Et puis également, je voulais vous sensibiliser sur le fait que si dans votre activité professionnelle, vous êtes soumis donc soit à des risques professionnels, soit à des risques ergonomiques, et bien là aussi, il y a différents mécanismes qui pourront se mettre en place dans le cadre de votre PTP. Donc notamment si vous êtes soumis à des facteurs de risque professionnels et que vous bénéficiez de points de pénibilité, donc sur votre compte professionnel de prévention, on va pouvoir mobiliser effectivement vos points C2P, donc par tranche de 500 € pour pouvoir participer au coût global du projet de transition professionnelle. Donc ça, c'est une premier élément d'information. Et si vous êtes également soumis à des risques ergonomiques, à ce moment-là, votre PTP peut être financé via un fonds que l'on appelle le FIPU. C'est le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Voilà, donc là aussi, peut-être le fait d'être soumis à ces risques professionnels ou à ces risques ergonomiques, ça peut être identifié dans le cadre de votre parcours d'accompagnement avec un CEP. Donc, encore une fois, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de Transition Pro.
Je regarde si j'ai des questions par rapport à ce dispositif-là avant qu'on passe à la suite. Alors, effectivement, ce que je n'ai peut-être pas forcément très bien expliqué, c'est que votre demande, elle va passer en commission d'instruction. Donc là aussi, attention, puisqu'il y a un calendrier à respecter, à la fois de dépôt, donc de finalisation de la demande, aussi bien pour vous, pour l'organisme de formation, que pour votre employeur. Et il y a donc une date d'instruction. Vous êtes informé très rapidement à la fin de l'instruction si votre demande de PTP est validée ou pas. Et si jamais elle n'était pas validée, vous avez la possibilité de faire un recours. Donc, soit en complétant pour apporter des éléments d'information qui manquaient, soit, pourquoi pas, en refaisant une nouvelle demande. Voilà. Et donc, le conseiller, évidemment, vous guide par rapport à ça. Vous êtes informé des motifs de refus, bien évidemment. Alors, je regarde les questions par rapport au PTP. Alors oui, je vois pas mal de questions liées à France Travail. Donc effectivement, si vous êtes inscrit à France Travail, c'est directement auprès de votre conseiller qui vous suit. Vous pouvez avoir un certain nombre d'informations. Mais là, le PTP ne s'adresse qu'aux salariés du secteur privé. Alors, les métiers ciblés sont cousins de mon métier actuel. Cela peut-il entrer dans une reconversion douce, nous demande Yvan. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment qu'il y ait un changement de code ROM. Alors, je précise un petit peu, s'il n'y a pas de changement de code ROM, il faut quand même qu'il y ait un vrai changement de métier. Si c'est un métier qui est trop proche de votre métier actuel, j'ai peur que ce ne soit pas considéré comme une véritable reconversion professionnelle. Alors, le PTP n'est pas pour les indépendants, il faut être effectivement salarié du secteur privé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit être en CDD, en CDI, intermittent du spectacle ou intérimaire. Alors, si vous êtes en arrêt de travail, est-ce que vous pouvez envisager un PTP? Donc, la réponse est oui, mais là, attention, il faudra l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale, évidemment. Et donc là, bien sûr, si vous êtes en arrêt de travail, le financement, si jamais il y a une prise en charge, elle ne pourra porter que sur les coûts pédagogiques. Voilà, si vous êtes en arrêt de travail, elle ne peut pas porter sur la rémunération. Mais attention, oui, c'est possible, mais il faut l'autorisation du médecin conseil. Y a-t-il un âge idéal pour faire une reconversion? Alors non, il n'y a pas d'âge idéal. Là, c'est vraiment propre à la situation personnelle de chaque personne. Je veux dire, à partir de quel âge cela ne vaut plus la peine de réfléchir à une reconversion professionnelle? Alors là, ce que je vous invite à faire peut-être, Nidda, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle parce que ça va vraiment dépendre de votre situation. Voilà, et de vos objectifs de vie, j'ai envie de vous dire de manière générale, mais il n'y a pas d'âge pour effectuer une reconversion pro. Ni dans un sens, ni dans l'autre, évidemment. Alors, Marjorie, donc, que faire si l'employeur actuel n'accepte pas l'autorisation d'absence dans le cadre d'un PTP? Alors, normalement, on l'a vu, sauf si vous ne respectez pas les délais pour votre demande d'autorisation d'absence, votre employeur ne peut pas refuser une demande d'autorisation d'absence. Il va simplement la décaler dans le temps. Donc, de 9 mois normalement maximum, voire d'un peu plus longtemps s'il y a déjà un collaborateur qui est parti dans le cadre d'une formation PTP. Alors, voilà, donc effectivement, merci d'avoir remis les conditions précises d'ancienneté liées à la nature du contrat de travail. Pour les demandeurs d'emploi, je vous invite encore une fois vraiment vous rapprocher de France Travail par rapport à ça. Hop, tac, tac, tac. Ok, je vois l'heure qui tourne, donc je vais avancer un petit peu. Ok. Je vois qu'il y a des. Vous répondez également déjà dans le chat pas mal aux questions qui sont posées. Donc, allez, du coup, je vais continuer un petit peu. Alors, un autre dispositif, c'est le dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Donc, là encore, c'est un dispositif qui s'adresse aux salariés du secteur privé en CDI ayant au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises. Alors, la philosophie générale du dispositif, c'est de dire, vous avez effectivement une envie de réaliser une formation. Vous avez une envie de pouvoir créer votre entreprise.
Le dispositif démissionnaire, on va voir ensuite comment est-ce qu'il se met en place, mais le principe, c'est de dire que pendant, en fait, le suivi de votre formation ou votre création d'entreprise, vous allez pouvoir avoir vos ARE, donc les aides de retour à l'emploi. C'est tout. Donc attention, j'insiste bien, ce dispositif n'est pas là pour financer la formation et le dispositif n'est pas là pour être mobilisé pour des aides liées à la création d'entreprise. Il en existe déjà, on va y revenir, mais l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir finalement être serein, sereine dans le cadre de votre conversion professionnelle parce que vous allez pouvoir bénéficier de vos ARE. Hein, c'est vraiment ça l'objectif et la philosophie générale du dispositif. Donc, au niveau de l'éligibilité, elle est très fine puisque le calcul, il se fait vraiment de manière voilà, très, très fin. Hein, il faut avoir travaillé 1300 jours au cours des 60 derniers mois. Donc là, la mobilisation du CEP, du conseiller en évolution professionnelle, elle est obligatoire parce que votre conseiller va vraiment vous aider à creuser et à argumenter, à vérifier la validité, la solidité, le bien fondé de votre projet, que ce soit projet de formation, projet de création d'entreprise. Et notamment, on va pouvoir également vous mettre en lien et voir avec vous si vous êtes vraiment éligible, puisque les cas d'absence indemnisée comme un arrêt maladie ou un arrêt maternité, paternité ne sont pas décomptés, hein, évidemment, des 1300 jours qui vous sont demandés. En revanche, un congé sabbatique, oui. Donc, il faut vraiment avoir travaillé 1300 jours presque sans discontinuer au cours des 60 derniers mois. Donc, le calcul, il est très fin. Vous avez un simulateur, évidemment, auprès de France Travail, puisque c'est France Travail, en fait, hein, qui va valider de manière définitive votre éligibilité au dispositif. Donc, que vous avez sur démission-reconversion.gouv.fr et le conseiller en évolution professionnelle, j'insiste un peu, est également là pour verrouiller avec vous cette éligibilité, hein, qui est très, très importante parce que tout démarre à partir de là. Vous voyez que c'est vraiment l'étape numéro 1. Donc, concrètement, voilà, il va falloir en tout cas faire appel à un conseiller en évolution professionnelle parce que c'est lui qui va vous permettre de sécuriser votre démarche. Donc, attention, là aussi, ne démissionnez pas avant d'avoir pris un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est très important. Ce qu'on entend par démission, c'est vraiment le fait de quitter l'entreprise, hein, donc de sortir des effectifs. Voilà, il faut vraiment que vous ayez sollicité votre conseiller en évolution professionnelle avant de démissionner. Sinon, malheureusement, vous n'êtes plus éligible au dispositif. De la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure pour le PTP, ça va se passer de la même manière, c'est-à-dire que c'est toujours sur le site de Transition Pro, depuis votre espace personnel, que ça va se passer. Donc, cette fois-ci, au lieu d'aller sélectionner le dispositif PTP, vous allez sélectionner le dispositif démission, reconversion et de la même manière, vous allez compléter un certain nombre de champs qui vont être ensuite lus, qui vont être regardés auprès de Transition Pro avant un passage en commission d'instruction. Donc, Transition Pro va avoir pour objectif de vérifier le caractère réel et sérieux de votre démarche de reconversion professionnelle. Si votre dossier est accepté, que ce soit dans le cadre d'une reconversion ou dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, donc si Transition Pro valide, à ce moment-là, vous allez avoir 6 mois pour vous inscrire auprès de France Travail et France Travail vérifiera également dans un délai de 6 mois la mise en place réelle et effective de votre projet. Autrement dit, soit votre entrée en formation, soit la création réelle de votre entreprise. D'accord ? Donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là, je le disais tout à l'heure, donc attention à ne pas démissionner avant d'avoir pris un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et il ne faut évidemment pas, si votre objectif est une création d'entreprise, avoir déjà créé votre entreprise. Je mets tout de suite un petit bémol. Vous êtes éligible au dispositif si votre souhait, c'est de créer une nouvelle entreprise, vous en avez une et vous voulez en créer une autre, soit changer de régime juridique et notamment passer par exemple auprès d'une SASU ou auprès d'une SARL.
On va considérer que c'est un abus, si vous me permettez l'expression, du système, si vous liquidez typiquement une micro pour demander à créer une autre micro et de la même manière que vous liquidez une entreprise indépendante pour aller créer de nouveau une entreprise individuelle. Pardon. Voilà, ça, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément vues comme réelles et sérieuses de la part de Transition Pro. Au niveau de la commission d'instruction, ce qui est peut-être important de voir avec vous, c'est ce qui va vraiment être regardé, hein, qu'est-ce qui va être le plus important. Dans le cas d'une création d'entreprise, ce qu'on va véritablement voir, c'est est-ce que vous avez été jusqu'au bout de la démarche? Donc, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez fait une analyse de la concurrence? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie commerciale qui est claire? Est-ce que vous avez commencé à regarder les différents statuts juridiques? Et surtout, Transition Pro va regarder votre plan de financement. Donc, on en parlait tout à l'heure au niveau des aides à la création disponible, à la création d'entreprise, disponible auprès de France Travail, que ce soit l'ACRE ou l'ARS. On va regarder également si vous avez bien pris en compte vos ARE et le fait que vous n'ayez droit qu'à 60% de vos ARE avant que France Travail regarde si votre projet de création d'entreprise est viable ou pas. Et Transition Pro va regarder également la rentabilité et la viabilité du projet de création d'entreprise, notamment le temps qui est nécessaire à la production de votre produit ou de votre service. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous faire sourire, mais si Transition Pro, dans le cadre de votre plan de financement, se rend compte que, en fait, pour que vous puissiez vivre de votre création d'entreprise, il faut que vous travaillez plus de 365 jours par an, là, ça risque de poser problème. Voilà, donc il y a vraiment une analyse très fine qui est faite au niveau du projet de la création d'entreprise. Au niveau du projet de formation, là, ce que va regarder Transition Pro, c'est effectivement est-ce que le financement est sécurisé, puisque j'insiste bien, l'objectif du dispositif démissionnaire, ce n'est pas de financer la formation, c'est simplement pouvoir vous permettre de la réaliser dans de bonnes conditions, parce que vous allez avoir droit à vos ARE, si c'est validé. Mais comment vous financez à ce moment-là la formation? Est-ce que c'est du financement personnel? Est-ce que vous allez mobiliser votre CPF? Est-ce que la région peut entrer en ligne de compte, un OPCO, etc., etc. Donc ça va être très important de verrouiller cet aspect-là du financement de la formation. Et encore une fois, de pouvoir le raccrocher à des perspectives d'emploi réelles. Parce que l'idée, c'est que si vous vous formez, c'est bien ensuite derrière pour pouvoir retrouver un emploi et donc être véritablement employable à l'issue de la formation, hein, bien sûr, de reconversion. Ensuite, Transition Pro va être vigilant également à la durée de la formation, parce que si ce sont des formations qui sont très, très courtes, alors là, c'est pareil, je vais grossir le trait, mais par exemple, 14 heures, on estime que ce ne sera pas une formation légitime dans le cadre de la reconversion, encore une fois, hein, pas de la montée en compétences, bien sûr, mais dans le cas d'une reconversion, c'est un petit peu court. Voilà. Donc, Transition Pro va regarder l'intégralité de ces critères-là. Alors, souvent, comme question, on nous demande est-ce que je peux déposer une demande de PTP en même temps qu'une demande de dispositif démissionnaire? Oui, vous pouvez tout à fait faire les deux. Après, au niveau de soit passer par un PTP, soit passer par le dispositif d'émission reconversion, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. C'est sûr que si vous faites une demande de... Excusez-moi, j'ai une indication. Romain, si tu peux venir 2 petites minutes. Mon collègue m'a entendu, il va arriver. Si vous faites une demande de PTP et qu'elle est validée, vous allez pouvoir avoir une prise en charge des coûts pédagogiques. Donc, ça veut dire que le coût pédagogique de la formation sera pris en charge, ce qui n'est pas le cas dans le cas du dispositif démissionnaire. En même temps, excusez-moi, je vous fais une petite aparté, j'ai un niveau de batterie qui est faible. On va essayer de résoudre le problème sans que j'interrompe mon animation. Voilà. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, c'est vraiment notamment si vous n'en pouvez plus et que la situation est trop difficile à vivre pour vous, que le dispositif peut être intéressant, bien sûr. Par contre, au niveau du dispositif démissionnaire, là, on ne va pas regarder si la formation elle est inscrite au ARS ou à RNCP. Et dans le cadre du dispositif démissionnaire, vous pouvez même, du coup, avoir le droit de suivre une formation qui va vous préparer pour la réalisation de la passation de concours administratif. Alors que dans le cadre du PTP, il faut que la formation elle soit inscrite auprès de France Compétences.
Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Et encore une fois, c'est là que le conseiller en évolution professionnelle a tout son rôle parce que c'est lui qui va vraiment vous aider à poser les plus et les moins de chaque situation, de chaque dispositif. Le temps file. Donc, hop là, je vais regarder très rapidement les questions par rapport au dispositif démissionnaire avant de vous parler de CPF. Merci Romain, j'en profite. Alors, sur la fonction publique, je n'y reviens pas. Hein, je pense que j'ai déjà pas mal répondu. Peut-on solliciter le PTP si j'ai encore un crédit sur mon compte formation, notamment au niveau du CPF? J'imagine que vous voulez dire, du coup, là, c'est Karine qui nous pose la question. Oui, bien sûr. Alors, si votre demande de PTP, là, je reviens par rapport au dispositif précédent, il est validé, effectivement, votre compteur CPF va être automatiquement déduit du montant des coûts pédagogiques de la formation. Bien souvent, notamment si vous avez atteint le plafond du CPF, on va y revenir, mais souvent, la formation est plus chère que le prix de la formation est plus cher que ce que vous avez sur votre compte CPF, donc votre compte CPF va être remis à zéro. Voilà. Mais il ne sera pas pour autant mobilisé dans le cadre du financement PTP. Alors, alors, les pourcentages d'instruction pour les PTP, là, ce que je vous invite à faire, c'est à poser vraiment la question à votre propre transition pro, parce qu'effectivement, il y a des petites nuances d'un point de vue régional. Les 1300 jours, on en a parlé, c'est pour le dispositif démissionnaire, je fais très vite. C'est au cours des 60 derniers mois, donc des 5 dernières années. Alors, je m'en excuse, je suis sans doute un peu bavarde, donc je vais continuer sur le CPF. Voilà, donc le compte personnel de formation, ça, je pense que maintenant, depuis le temps qu'on en parle, vous avez tous été vérifiés et vous vous êtes inscrits sur la plateforme, donc moncpf.gouv.fr, pour aller consulter ne serait-ce que vos droits. Hein. Donc, vous savez que, alors là, si vous êtes salarié du droit privé, vos droits sont mobilisés en euros. Si vous êtes personnel de la fonction publique, vos droits sont comptabilisés en heures. Hein. Donc, c'est là aussi qu'on peut véritablement voir la différence. Donc, soit vous accumulez 500 € par an dans la limite d'un plafond du coût de 5 000 €. Il y a une petite coquille d'espace, là, mais bien 5 000 €. Soit, effectivement, si vous êtes bénéficiaire, encore une fois, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ou si vous avez un niveau de qualification inférieur à un niveau 3, c'est-à-dire inférieur à un niveau BEP ou CAP, vous avez une majoration de 300 € qui s'applique. Donc là, vous accumulez 800 € de droits à la formation professionnelle par an, toujours pareil, avec une limite de plafond fixée à 8 000 €. Ce que vous pouvez financer avec ça, donc, c'est évidemment une formation qui va vous permettre d'avoir une certification à la fin. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un examen de validation de vos connaissances, hein, ça c'est sûr. Donc, soit inscrite au RNCP, soit au répertoire spécifique. On en a parlé tout à l'heure, donc une formation qui vous permette de valider également un bloc de compétences. Pourquoi pas un accompagnement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Permettre de financer un bilan de compétences, CLEA, le permis de conduire aussi, on en a beaucoup parlé, pas le permis bateau, mais le permis de conduire, ça fonctionne. Donc là, le principe, c'est qu'effectivement, la formation, alors si la formation se déroule en dehors du temps de travail, vous n'avez rien à faire, vous partez en formation, votre employeur n'a pas l'obligation d'être informé et vous faites votre formation en dehors du temps de travail. Si la formation se déroule sur le temps de travail, là, même chose, vous allez donc devoir réaliser une demande d'autorisation d'absence à votre employeur qui, là, attention, peut tout à fait refuser. Là, on ne parle plus du tout des autres dispositifs cités précédemment. Là, votre employeur peut refuser un départ en formation dans le cadre du CPF. Par contre, s'il l'accepte, bien évidemment, votre CPF va servir à financer les coûts pédagogiques et c'est votre employeur qui maintiendra votre rémunération sur la base de votre contrat, sur la base de votre temps de travail, hein, bien évidemment. Donc, encore une fois, le CPF, attention, ne va financer que les coûts pédagogiques. Hein. Il n'y aura pas de prise en charge de rémunération, il n'y aura pas de prise en charge de frais annexes. Mais vraiment uniquement sur les coûts pédagogiques. Alors, effectivement, ça, vous avez dû le voir aussi, vous avez une obligation de participation forfaitaire, c'est-à-dire que quelle que soit
le montant que vous avez sur votre compte CPF, dès lors que vous allez acheter la formation, vous allez devoir vous-même, en tant qu'individu, donc avec votre carte bleue, payer un reliquat. Donc, c'est obligatoire. C'est une participation forfaitaire de 102,23 €, sauf si vous êtes demandeur d'emploi. Donc, ça, ce sont les exceptions. Vous avez bénéficié, dans le cadre du montage de votre dossier, d'un abondement, c'est-à-dire d'une participation, que ce soit la part de votre employeur, de l'OPCO, ou parce que vous bénéficiez d'une priorité d'emploi dans le cadre d'un accord de branche, par exemple. Et également les personnes qui vont mobiliser leur compte professionnel de prévention, donc les points pénibilité, ou qui bénéficient d'un abondement dans le cadre des AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle. Voilà, ça j'y reviens, je vais assez rapidement dessus. Il est 10 h, donc en quelques mots, très rapidement pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle. On en a beaucoup parlé depuis le début de la matinée. Donc sachez qu'encore une fois, c'est une mission de service public. Donc c'est un service qui est complètement gratuit. Et qui va pouvoir s'adapter à chacune de vos situations. Alors, effectivement, au niveau des principes, des valeurs, encore une fois, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est personnalisé à votre situation. C'est un relais de proximité. Vous en avez partout sur l'intégralité du territoire national. Au niveau des différents opérateurs, Avenir Actif, que je représente aujourd'hui, va réaliser la prestation de CEP plutôt pour les salariés et les indépendants. L'APEC, plutôt pour les personnes de droit privé cadres. France Travail, on en a beaucoup parlé, pour les personnes demandeurs d'emploi. Les missions locales pour les personnes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, notamment lorsqu'il y a une vraie gêne au niveau de l'accessibilité à l'emploi. Les objectifs, je ne vais pas détailler l'intégralité de l'offre de service que vous voyez ici, mais sachez que l'offre de service, elle est très large. Vous, en tant qu'individu, le CEP est là pour vous aider de simplement je prends du recul sur ma situation, j'ai besoin d'échanger, de réfléchir, d'avoir un effet miroir en fait un petit peu en face de moi, donc simplement de parler, de prendre du recul, jusqu'à l'offre de service, un accompagnement lié à la reconversion professionnelle. Mais pas que. Le CEP, il est aussi là pour vous aider à préparer un rendez-vous avec votre employeur, que ce soit pour demander une augmentation de salaire, pour demander un changement de mission, plus de responsabilités, etc. On est également là pour pouvoir vous aider à préparer votre entretien professionnel que vous allez mener en entreprise. Donc, l'offre de service, elle est très large et ce n'est pas que pour la reconversion professionnelle, j'insiste bien. Le CEP vous accompagne aussi dans le cadre du dialogue social, de manière générale au sein de l'entreprise. Donc, je ne reviens pas dessus au niveau des rendez-vous, encore une fois, on s'adapte. Voilà, retenez le mot adaptabilité, présentiel, distanciel, visio, téléphone, toutes les formations possibles en fonction de votre lieu d'habitation ou votre lieu de travail. Alors, concrètement, comment vous faites ? Eh bien, vous allez aller sur le site internet, donc www.mon-cep.org. Donc là, vous allez tomber sur le site générique du CEP. Et en fonction de votre situation, donc salarié, cadre, demandeur d'emploi, etc., et en fonction de votre zone géographique, vous allez naturellement être amené à vous connecter vers l'opérateur CEP, le plus à même de pouvoir vous accompagner dans le cadre de votre demande, pas que de reconversion professionnelle. Voilà. Hop. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Navrée très certainement de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Donc, encore une fois, vous retrouverez le replay donc dès demain sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle et d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube qui y est dédiée. Je vous remercie à tous et toutes de votre participation et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.